poursuivons ensuite cette table ronde avec Agnès Salle. Merci Sophie. Bonsoir Madame la Ministre. Je sais que vous devez nous quitter. Je vous remercie de venir intervenir dans notre événement ce soir. Je vais vous laisser la parole. Je laisserai aussi quelques mots pour Madame de Montchalin qui doit aussi nous quitter également. Et nous poursuivrons après les échanges sur cette table ronde. Merci infiniment, chère Madame la Présidente, chère Nathalie Pile, de m'accueillir. Madame la Ministre, chère Amélie, je suis ravie de vous retrouver. Et mesdames et messieurs, bonsoir. Alors, si je devais énumérer, je commencerai par Marguerite Rouvière, qui est la première femme admise à l'école normale supérieure en 1910. Germaine Poinceau-Chapuis, première femme nommée ministre en 1947. Simone Veil, première femme désignée secrétaire générale du Conseil supérieur de la magistrature en 1970, tout juste 50 ans. Marcel Campana, qui était encore la première femme nommée ambassadrice en 1972. Alice Saunier-Seité, qui était la première femme nommée rectrice d'académie en 1973. Yvette Chassagne, encore la première femme préfète en 1981. Simone Rosès, qui était la première femme présidente de la Cour de cassation en 1984. Marie-Françoise Bechtel, première femme directrice de l'ENA en 2000. Isabelle Guillon de Méritant, qui est encore la première femme nommée générale du corps des armées dans la gendarmerie en 2020. Et je crois d'ailleurs l'avoir aperçue tout à l'heure. Et Nathalie Roret, qui est la première femme à la tête de l'École nationale de la magistrature, également en 2020. Alors évidemment, cette liste n'est pas exhaustive et j'oublie certainement d'illustres personnalités, mais je voulais prendre le temps de saluer ces femmes parce que nous savons toutes combien les femmes sont invisibilisées dans notre société et il me tenait à cœur de citer leurs noms. Et cette liste, finalement, nous démontre une chose, c'est que les portes de notre haute fonction publique sont longtemps, très longtemps, restées fermées aux femmes. Et nos trois fonctions publiques se sont pourtant largement féminisées ces dernières décennies. Les femmes constituent aujourd'hui 62% des effectifs globaux et elles y sont plus présentes que dans le secteur privé. Et cette tendance de fond est le signe que nos administrations ont su s'adapter à leur époque. Et la fonction publique au sens large n'est plus une affaire réservée aux hommes. Ce n'est plus un bastion masculin et ce n'est plus une citation imprenable, je dirais même bien au contraire. En s'ouvrant aux femmes, notre fonction publique s'est enrichie, elle s'est diversifiée et elle a intégré dans ses rangs des compétences nouvelles et une autre vision du monde au service de l'intérêt général. Et en s'ouvrant aux femmes, notre fonction publique a donné corps à la notion d'égalité, au cœur de notre devise nationale et de notre pacte républicain. Et en s'ouvrant aux femmes, je crois encore que notre fonction publique a corrigé une injustice. Néanmoins, malgré l'ampleur des progrès qui ont été accomplis en moins d'un siècle, eh bien, les inégalités restent encore prégnantes dans notre société. Et nous arrêter au pourcentage des femmes dans l'ensemble des effectifs de la fonction publique nous donnerait une image tronquée de la réalité concrète. Ainsi, au fameux plafond de plomb du siècle passé a succédé le plafond de verre du XXIe siècle. Et alors que 61% des femmes qui travaillent dans la fonction publique appartiennent à des corps d'encadrement, eh bien seulement 38% des fonctionnaires de la catégorie A+, sont des femmes. Et si la féminisation est une réalité parachevée dans notre fonction publique, eh bien force est de constater que la parité ne l'est pas encore à tous les étages, surtout au sommet de la pyramide publique. Et la prise de décision doit pourtant être largement partagée. Il s'agit pour moi non seulement d'un enjeu de justice sociale, mais aussi d'un atout compétitif
et l'un ne va pas sans l'autre. Je l'ai vécu en tant qu'ancienne chef d'entreprise et je sais combien la mixité constitue un levier de performance et d'attractivité. Parce que de nombreuses études l'ont révélé de manière implacable ces dernières années, les entreprises qui appliquent le plus la parité sont aussi celles qui réalisent les meilleures performances économiques. Et cette équation vaut aussi pour nos fonctions publiques. Oui, parce que égalité rime très souvent avec efficacité et non, la parité que nous appelons toutes de nos vœux n'est pas quémander la charité. La parité a au contraire un double impact transformatif et modernisateur sur les organisations dans lesquelles elle se déploie. Et cette culture de l'égalité, eh bien, elle a été insufflée notamment par les lois Sauvadet et Vallaud-Belkacem et elle a pris une ampleur supplémentaire avec la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique qui consacre son dernier volet à l'égalité professionnelle. Et vous l'avez mentionné tout à l'heure dans les échanges que vous avez eus, je crois que Mireille et Amélie ont développé le sujet. La crise sanitaire qui s'est abattue sur nous sans prévenir en 2020 a mis les femmes sous les feux des projecteurs de notre société. Elles ont été à la fois aux avant-postes et en première ligne, mais elles ont aussi été les premières victimes de cette crise sanitaire. Et nous pouvons dire que ce sont des héroïnes du quotidien. Et les femmes fonctionnaires en particulier, elles sont enseignantes, elles sont infirmières, elles sont médecins, elles sont aides-soignantes, employées dans les EHPAD et elles ont fait front pendant cette crise sanitaire et nous leur devons toute notre reconnaissance. Parce que ces métiers, ce sont des métiers essentiels qui sont encore majoritairement exercés par des femmes sans qui notre société n'aurait pas pu tenir et elle ne tiendrait pas durant cette crise de mers agitées. Si elles sont sur la ligne de front, les femmes doivent aussi pouvoir accéder aux postes clés des décisions publiques. Parce que leur invisibilisation au sommet de la puissance publique n'est pas acceptable encore en 2021. Et elle l'est de moins en moins pour les nouvelles générations qui sont très engagées sur ces questions d'égalité entre les femmes et les hommes. Sur le plan politique, le président de la République, Emmanuel Macron, a décrété que cette cause serait la grande cause du quinquennat et que cette égalité entre les femmes et les hommes devait passer d'une question formelle à une réalité concrète et c'est pour cela que tout le gouvernement est mobilisé aujourd'hui sur cette question. Et cette culture de l'égalité, eh bien, elle doit irriguer toutes les sphères de notre société. Et notre fonction publique, parce qu'elle est l'un des ciments de notre cohésion sociale, doit être tout à fait exemplaire. Et c'est ce à quoi nous nous employons avec Amélie de Montchalin, et c'est ce qui explique notre présence à toutes les deux à vos côtés aujourd'hui. Le gouvernement de Jean Castex est aujourd'hui plus que paritaire. Il y a 51% de femmes, et comme vous le savez, eh bien, nombreuses sont les femmes qui exercent aujourd'hui des fonctions régaliennes. Et cette parité gouvernementale, elle doit désormais ruisseler sur l'ensemble de la chaîne de décision de l'action publique, et ce, au sein de nos 3 fonctions publiques. Amélie de Montchalin aime à le rappeler aussi souvent qu'elle le peut, que l'État est le premier employeur de France et qu'il se doit donc d'être exemplaire en la matière. Et pour cela, eh bien, il est essentiel que la volonté politique soit forte. Et je veux vous garantir que la volonté politique est forte. Et les associations que vous présidez ou dont vous êtes parfois membre sont elles aussi extrêmement importantes. Elles jouent à la fois un rôle de vigie et d'aiguillon et nous en avons absolument besoin et je veux vous remercier chaleureusement pour votre engagement. En conclusion, je voudrais vous passer un dernier message. Moi, je considère que derrière chaque crise se dresse une opportunité. Et aujourd'hui, nous avons l'opportunité de construire un monde plus inclusif, plus juste et plus égalitaire. La relance économique de notre pays devra alors forcément placer la mixité au cœur de ses priorités. Parce que j'ai l'intime conviction que la solution à de nombreux maux de notre société
passe par une plus grande féminisation du monde et un meilleur équilibre. Et comme l'affirmait Louise Michel, eh bien, la place des femmes dans l'humanité ne doit pas être mendiée, elle doit être prise. Je vous remercie de votre attention. Merci Madame la Ministre pour votre message très très fort et je passe vraiment sans transition la parole à Madame de Montchalin qui est comme vous contrainte par un agenda extrêmement bousculé. Et merci encore d'être avec nous encore à ce moment de nos échanges. En tout cas, moi je veux vraiment vous dire que ce que vous a dit Elisabeth, c'est la voix de l'ensemble du gouvernement. C'est les mots du président, du Premier ministre, c'est ce que nous portons toutes les deux, mais avec heureusement des alliés, nous ne sommes pas que toutes les deux, auprès de l'ensemble de nos collègues ministres. La bonne nouvelle, c'est que l'ensemble des ministères ont maintenant des plans d'action pour l'égalité professionnelle. C'est la première fois que nous avons des actions opposables et non plus seulement des diagnostics pour nous expliquer la nature du problème ou parfois nous expliquer sans trop de détails pourquoi nous en sommes là. Ces plans, ils sont donc opposables, ils vont être suivis. Un certain nombre d'entre eux vont être présentés, signés et donc validés avec force, au fond, d'opposabilité le 8 mars prochain, donc lundi. Nous avons également, et ça j'en suis très contente avec les syndicats, trouvé un accord majoritaire sur la négociation collective et le sujet dont il sera obligatoire de négocier chaque année entre les employeurs publics et les organisations syndicales sera celui de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Et donc, on a beaucoup parlé de mobilité, on a beaucoup parlé de valorisation, on a beaucoup parlé de modèle. On était donc ensemble avec Elisabeth Moreno, comme je vous l'ai dit ce matin, à Évry. Mais je peux vous dire qu'à Évry, les femmes, les jeunes femmes qu'on a vues, elles ont plein d'ambition. Elles ont besoin de sentir que nous sommes là, que le plafond de verre peut être brisé. Je pense qu'il ne faut pas qu'on soit naïve, parce qu'on ne l'est pas, on ne l'a jamais été. Il nous faut inventer des méthodes de ressources humaines à l'intérieur de nos administrations qui font que c'est sur nos compétences, sur nos expériences, sur nos résultats que l'on est nommé, que l'on progresse. Sur le chat, l'une d'entre vous disait « c'est quand même pas très juste parce que les hommes ont été nommés avec tout d'autres critères ». Moi, je pense que ceux-là font du bien au pays, ils feront du bien à nos agents et ils feront du bien à nous toutes qui essayons, je crois, chaque jour d'abord de servir la France, de nous assurer que par nos expériences, par nos regards, par nos parcours de vie, eh bien, ce sont des meilleures décisions publiques que nous rendons. La République, elle a besoin de ces regards, de ces parcours, des expériences. La diversité, ce n'est pas qu'une question de quotas, c'est de nous assurer que les 52% de femmes de notre pays sont représentées par d'autres qui portent aussi leurs combats, leurs difficultés, leurs regards. Et je pense qu'on est dans cette affaire vraiment tout ensemble. Dites-vous que votre voix compte. Moi, je suis toujours très heureuse d'échanger avec vous et que maintenant qu'on a des plans d'action, maintenant qu'ils vont être signés, eh bien, je compte sur vous à nos côtés pour être ces aiguillons, ces poils à gratter, pour que déjà tout ce qui est écrit dedans soit appliqué. Je pense que déjà, si on fait tout ça, le monde devrait aller un peu mieux. Je remercie aussi les hauts fonctionnaires, les hautes fonctionnaires à l'égalité, notamment je vois Agnès Salle à l'écran, qui de l'intérieur font ce travail tous les jours. Elles m'ont demandé de faire 2-3 choses pour les aider, faire un peu de name and shame et de name and claim, d'aller dire un peu où est-ce que c'est bien et un peu moins bien. Bon, ça va frotter un peu, mais si on se dit qu'on le fait pour la bonne cause, il faut juste savoir que je ne mets personne en difficulté, et que si on nomme les problèmes, c'est pour mieux les résoudre. Donc, merci à vous. Désolée de voir également vous quitter. Les journées en ce moment sont un peu longues. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Comme vous avez compris, on fait une réforme de la haute fonction publique en même temps qu'on gère une crise sanitaire et qu'on fait de la transformation numérique. Mais dites-vous qu'on est à fond et que je pense que ce sont des choses utiles. Et pour sourire, ma philosophie du moment, c'est la philosophie du pot de phoque ou du ski de randonnée. Chaque pas en avant ne doit jamais être un pas qui recule. Donc, avec cette méthode-là, comme vous savez que si vous faites du ski de randonnée, eh ben, on peut aller très haut. C'est parfois fatigant, mais si on est un peu endurant, on y arrive. Merci beaucoup et très bonne soirée. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Comme vous le savez, vous commencez à nous connaître un petit peu. Bon, nous serons à vos côtés, bien entendu, pour faire ce suivi des plans d'action et de toute autre initiative, aussi bien du côté de Madame Moreno que du vôtre ou que d'autres membres du gouvernement, et que nous sommes vraiment là pour construire avec vous la suite des initiatives gouvernementales que vous prenez. Donc, n'oubliez pas, le ski de randonnée, c'est la meilleure philosophie d'action publique. Comptez sur nous sommes tenaces. En arrière. Merci beaucoup. Merci, bonne soirée et nous poursuivons notre table ronde sur… Bonne soirée, mesdames. Merci, Madame Moreno. Au revoir. Encore, et puis bon courage pour la suite de cette soirée et de vos obligations.
Merci, prenez soin de vous surtout. À bientôt. Merci, à bientôt. Au revoir. Au revoir, Madame Moreno. Et donc, nous reprenons